Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée à la fois simple et en même temps assez déstabilisante. Et si nos croyances les plus fondamentales, celles qui façonnent notre monde, produisaient en fait l'exact opposé de ce qu'elles promettent? Voilà, c'est vraiment la question qui va être notre fil rouge. On va explorer ensemble comment des idéaux aussi beaux que le progrès, la liberté ou même l'humanisme peuvent finir par se retourner complètement contre eux-mêmes. Alors voici le programme. On va partir d'un problème très concret pour remonter petit à petit jusqu'à la racine de nos idées, et même jusqu'aux mots qu'on utilise tous les jours. Allez, on plonge dedans. Ok, pour commencer, on va essayer de rendre tout ça très tangible. Parlons de la base de tout, la terre qu'on cultive pour se nourrir. En fait, le modèle agricole qu'on connaît aujourd'hui, il est le reflet parfait d'une certaine vision du monde. On a considéré la nature comme un stock dans lequel on peut puiser à l'infini. Ça a créé une machine hyper productive, c'est vrai, mais seulement à court terme. Le problème, c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Cet extractivisme, au final, il appauvrit tout et il nous rend extrêmement vulnérables à des crises alimentaires de plus en plus graves. Bon, face à ce genre de crise planétaire, on voit se dessiner deux grandes réponses politiques, deux futurs possibles. Alors d'un côté, on a le scénario du repli nationaliste. Chacun pour soi, une compétition féroce pour les ressources qui restent. C'est un monde de techno-forteresses avec des inégalités qui explosent. Et de l'autre côté, on a l'inverse, l'unité mondiale. Une sorte de super gouvernement qui gère tout, qui rationalise la production, qui impose des normes communes. Ça promet l'efficacité, bien sûr, mais ça fait aussi planer la menace d'un pouvoir total, complètement déconnecté des réalités du terrain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le vrai problème, ce n'est peut-être pas de choisir entre le chemin A ou le chemin B, et si le problème c'était le sol lui-même, sur lequel les deux chemins sont tracés, et si la faille était bien plus profonde, cachée au cœur même de nos croyances. Alors maintenant, il est temps de s'attaquer aux gros morceaux, aux piliers de notre modernité, et on va commencer par le plus costaud d'entre eux, l'idée de progrès. Ça, c'est la grande histoire qu'on se raconte depuis des siècles en Occident. Demain sera forcément mieux qu'hier, grâce à la science, à la technique, à la raison. C'est une promesse d'amélioration infinie. Et c'est là qu'on voit l'inversion à l'œuvre. Le progrès, qui était un moyen, est devenu une fin en soi. Ce n'est plus un chemin vers plus de liberté, c'est une sorte de fuite en avant. Il nous donne des outils de plus en plus puissants, oui, mais sans nous dire à quoi ils servent, et souvent en détruisant notre propre planète au passage. L'autre grand pilier, c'est l'humanisme. Cette idée, au départ si noble, de libérer l'être humain de l'oppression et d'affirmer sa valeur unique, mais là encore, regardez le glissement, c'est terrible. En voulant mettre l'humain au centre, on a fini par le sortir du monde vivant. Il est devenu une sorte de sujet tout-puissant, maître et possesseur de la nature pour reprendre la formule. Et ça a justifié l'exploitation sans aucune limite de tout ce qui n'est pas humain. Poussé à l'extrême, l'humanisme nous a rendus étrangers à notre propre maison. Et ce principe d'inversion, il ne s'arrête pas là. On le retrouve aussi dans deux autres idéaux qui nous sont très chers, l'unité du genre humain et notre quête permanente de liberté. L'universalisme, c'est cette idée magnifique qu'on pourrait créer un monde commun basé sur des principes partagés par tous pour garantir la paix et la justice. Mais voilà le hic. Bien souvent, cet universel, c'est juste le particulier d'une seule culture, la culture occidentale le plus souvent, qui se fait passer pour universelle. Et donc, au nom de ces fameuses valeurs communes, on a souvent écrasé une multitude d'autres mondes possibles, on a uniformisé les manières de penser, et on a justifié une forme de domination, même si elle était bien cachée. Et cette citation, elle résume parfaitement le danger ultime. Dans un monde totalement unifié, où il n'y a plus qu'une seule logique, qu'un seul modèle, il n'y a plus d'alternative, plus d'échappatoire. On obtient une sorte de paix froide, une paix par l'absence totale de diversité. Ok, maintenant qu'on a un peu démonté ce modèle dominant, on va se tourner vers d'autres voies. Des voies qui, depuis très longtemps, proposent en fait une autre voie. Face à l'échec de ces grands récits, on pourrait se dire « bon, tout est à jeter, il faut tout réinventer ». Mais en fait, pas vraiment. L'idée d'un monde fait de plein de petites communautés autonomes plutôt que d'un grand empire uniforme, ce n'est pas nouveau du tout. Il existe des traditions intellectuelles très riches qui ont pensé la résilience bien avant que le mot ne soit à la mode. Ce tableau nous donne une petite cartographie de cette pensée alternative. On y trouve des visionnaires comme Charles Fourier, qui voulait organiser la société non pas sur la logique froide de l'industrie, mais sur les passions humaines. On a aussi Pierre-Joseph Proudhon, le père du fédéralisme, qui imaginait un monde de communautés libres qui s'associent entre elles sans autorité centrale. Plus tard, des gens comme Hilaire Belloc ont défendu le distributisme, l'idée que la vraie liberté économique, c'est la petite propriété, l'autosuffisance locale.
Et enfin, Ivan Illich, qui a critiqué tous les grands systèmes qui nous rendent dépendants et qui a prôné des outils conviviaux à échelle humaine. Le fil rouge qui les relie tous, c'est le refus de la centralisation. C'est la conviction que la vraie liberté, elle naît de l'autonomie concrète, ici et maintenant. Et on arrive maintenant au point final. Et là, attention, c'est peut-être le plus vertigineux de tous. Et si le piège ultime n'était pas dans nos systèmes, mais dans les mots eux-mêmes? Accrochez-vous bien parce que l'idée est la suivante. Le langage politique dominant, celui qu'on utilise tous les jours, a été en quelque sorte retourné contre nous. Les mots mêmes qui devraient servir à la critique sont devenus des outils qui neutralisent cette critique, ce qui rend toute contestation réelle presque impossible à formuler. C'est vraiment ça le cœur du problème. Aujourd'hui, quand on parle d'émancipation, ça veut souvent dire être déraciné pour mieux s'adapter au marché du travail. La diversité, c'est devenu un catalogue de différences superficielles qui cachent une uniformité profonde. La liberté, c'est de plus en plus le simple choix entre des produits de consommation. Et la résilience, le mot est partout, mais il signifie surtout qu'il faut que les individus s'adaptent et supportent l'insupportable sans jamais remettre en cause le système qui le produit. On termine donc sur cette question qui reste bien sûr ouverte. Si même les mots de la critique sont piégés, alors la toute première des résistances, n'est-ce pas de réapprendre à nommer le monde, de recréer un langage qui décrit ce qui est, au lieu de le cacher? C'est peut-être par là que tout commence.